Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélana-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 20 au 26 novembre. Nous commençons cette semaine avec la ville de Mont-Tremblant qui a entrepris de moderniser un large segment de ses luminaires de rue vers la technologie DEL. 736 luminaires seront ainsi remplacés d'ici novembre 2024, ce qui générera des économies d'énergie et de coûts d'entretien de plus de 45 000 $ par année. L'investissement de 325 400 $ sera ainsi remboursé en à peine plus de 7 ans. Ces lampadaires sont les plus communs dans les villes du Québec. On les reconnaît facilement à leur tête recourbée vers le sol, d'où leur nom de tête de cobra. Ils représentent 86 % des lampadaires sur le territoire de Mont-Tremblant. La conversion du réseau d'éclairage s'inscrit dans une démarche de saine gestion énergétique en cohérence avec les aspirations de Mont-Tremblant à titre de ville durable et intelligente. Nécessitant moins d'entretien, les ampoules à diode électroluminescente, ou DEL, sont reconnues pour leur durée de vie 5 fois supérieure à celle des ampoules originales, soit d'environ 25 ans. Celles-ci permettent par ailleurs de diminuer considérablement la pollution lumineuse. En effet, l'éclairage généré étant directionnel, la lumière intrusive dans les milieux de vie sera limitée, en plus de protéger la vue du ciel étoilé en réduisant la lumière émise vers le ciel. Ces luminaires sont d'ailleurs certifiés ciel noir. Cette technologie permettra également à la ville de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 0,83 tonnes ou 430 kg d'équivalent en CO2 par année. La conversion des lampadaires de rue commence au cours du mois de novembre et reprendra au printemps 2024 après une pause hivernale. Il est possible de suivre la progression des travaux sur le territoire et d'en apprendre davantage sur les avantages de ce projet soutenu par le programme de la Fédération québécoise des municipalités et de l'entreprise Énergère à lumieresurlequebec.ca. La ville de Mont-Tremblant convie les usagers et usagères du réseau Sentier Mont-Tremblant à une séance d'information qui se tiendra le 22 novembre à 19 h à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, située 1145 rue de Saint-Jovite. Celle-ci sera également web-diffusée en direct. Cette rencontre sera l'occasion pour le directeur des sentiers, Guillaume Gissinger, de présenter le bilan de la saison estivale et d'annoncer les actions prévues pour la saison froide. Celui-ci abordera notamment les sujets suivants: la création de groupes de bénévoles, les travaux d'amélioration réalisés au domaine Saint-Bernard, ainsi que le plan d'opération hiver 2023-2024 pour le damage des pistes de ski de fond et de vélo sur neige. Une période de questions sera également allouée aux participants sur place et en ligne. Le 26 novembre prochain, Mont-Tremblant reçoit la visite du Père Noël et de ses lutins ainsi que la Fée des Étoiles dans le cadre de l'événement Noël magique. Les familles sont conviées au parc au fil de l'eau de 11 h à 14 h où des activités féeriques les attendent dans un décor enchanteur. Pour recevoir un livre en cadeau des mains du Père Noël, les jeunes Tremblantois de 8 ans et moins devront préalablement s'inscrire en ligne entre le 6 et le 17 novembre. Il y aura des activités pour toute la famille, dont de l'animation, une rencontre avec le Père Noël et une prise de photos pour tous, une remise de cadeaux. La quantité de cadeaux est toutefois limitée aux enfants de 8 ans et moins inscrits seulement. Il y aura également un atelier de confection d'ornements de Noël à la bibliothèque Samuel Humet. Toutes les activités se tiendront à l'extérieur, au parc au fil de l'eau, à l'exception de l'atelier de confection d'ornements de Noël. Habillez-vous donc chaudement, car des files d'attente sont à prévoir. Pour en savoir plus, communiquez avec le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire en téléphonant au 819-425-8614 ou par courriel à culture et loisirs @villedemonttremblant.qc.ca. La ville de Mont-Tremblant invite la population à son traditionnel marché des fêtes qui se tiendra dans le hall de l'Hôtel de Ville les 24, 25 et 26 novembre prochains. Près d'une soixantaine d'exposants et d'exposantes du secteur des métiers d'art et de l'agroalimentaire de la région seront sur place pour présenter leurs produits et leurs créations originales. Le marché des fêtes de Mont-Tremblant est l'occasion de faire rayonner le talent et le savoir-faire des artisans ainsi que des producteurs et productrices avec qui vous aurez l'occasion d'échanger dans une ambiance chaleureuse. En plus d'encourager l'achat local, l'événement est le rendez-vous de l'automne pour se procurer des idées cadeaux inspirantes à mettre sous le sapin. Durant les 3 jours de l'événement, l'Hôtel de Ville se transforme en lieu festif
où une soixantaine de kiosques mettront en valeur des objets uniques qui sauront plaire à tous et à toutes, jeunes et adultes, notamment des poteries, bijoux, chandelles, mitaines, sacs de cuir, cosmétiques tout doux et courte pointe. Les plus gourmets pourront se gâter ou faire plaisir à leurs proches avec des produits gastronomiques de toutes sortes tels que des desserts, des viandes, des alcools fins, des huiles, des produits de l'érable, des miels, des chocolats fins, des mets cuisinés du temps des fêtes et plus encore. C'est donc un rendez-vous à l'Hôtel de Ville de Mont-Tremblant, situé au 1145 rue de Saint-Jovite. Les exposants du marché des fêtes ont hâte de vous accueillir pour vous faire découvrir leur dernière création. Le bâtiment sanitaire, situé au Parc du Voyageur, au 875 rue Coupal, en bordure du parc linéaire Le Petit Train du Nord, est fermé jusqu'à nouvel ordre pour cause de vandalisme. Plusieurs incidents se sont produits au cours du dernier mois, notamment des bris d'équipement et une dégradation majeure des lieux, ce qui force la Ville à fermer le bâtiment pour une durée indéterminée. Si vous avez été témoin de ces gestes ou avez des informations pouvant aider la Ville à identifier les personnes responsables, communiquez avec la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264 ou par courriel à cic@commercialsureté.qc.ca ou en remplissant le formulaire en ligne disponible sur le site web de la Ville de Mont-Tremblant. C'est lors de la séance extraordinaire du 6 novembre dernier que le Conseil municipal de Saint-Sauveur a octroyé le contrat pour la reconstruction du pont sur le chemin du Mont-Maribou. Cette décision fait suite à l'adoption d'un règlement d'emprunt survenu lors de la séance ordinaire du 17 juillet dernier. Le contrat, d'une valeur de plus de 1,3 million de dollars, a été adjugé à la compagnie Construction BSL Inc. Le montant de l'emprunt effectué pour lancer ce projet sera remboursé sur une période de 40 ans au moyen d'une taxe spéciale et d'une compensation qui sera versée par les propriétaires d'immeubles imposables du secteur du Mont-Maribou. Construit il y a plus de 30 ans, le pont actuel est dans un état de décrépitude avancée et ne respecte plus les normes minimales permettant le passage sécuritaire des véhicules de plus de 5 tonnes. Le nouveau pont sera érigé juste à côté de l'ancien et ses dimensions seront augmentées afin de répondre aux nouvelles normes routières du ministère du Transport du Québec. De par sa largeur de 4,9 mètres et sa longueur de 26 mètres, les assises se situeront à l'extérieur des bandes riveraines de la rivière à Simon, protégeant ainsi le milieu humide qui s'y trouve. Les travaux débuteront au printemps prochain et s'échelonneront jusqu'à l'automne 2024. L'ancien pont servira de voie de contournement pendant la durée des travaux avant d'être démantelé dans une phase subséquente. Les contraintes de circulation seront communiquées aux résidents du secteur ainsi qu'à la population dans les semaines précédant le début des travaux. Revenez-nous après la pause. Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies qui se déroulait le mois dernier, les pompiers du Service de sécurité publique et incendie Saint-Sauveur-Piémont ont animé différentes activités éducatives pour les petits comme pour les grands. Parmi celles-ci, les spectateurs et spectatrices ont pu assister à une impressionnante simulation de désincarcération automobile, durant laquelle toutes les étapes nécessaires à l'évacuation d'une personne lors d'un accident de la route ont été réalisées et expliquées. L'opération a laissé la voiture dépouillée de ses portières ainsi que de son pare-brise, au plus grand étonnement du public. Les pompiers ont également fait une simulation d'un feu de cuisson en montrant les gestes à poser, mais aussi ceux à ne pas poser pour l'éteindre. Le public a été surpris d'apprendre qu'il ne faut jamais verser de l'eau sur un chaudron contenant des huiles ou des graisses de cuisson en feu. Dans une situation comme celle-ci, avant toute tentative d'extinction, il faut alerter les pompiers en composant le 911. Ensuite, il faut éteindre la cuisinière, puis remettre le couvercle sur le chaudron pour couper toute source d'oxygène et ainsi éteindre le feu. Si nous ne disposons d'aucun couvercle, il faut alors utiliser un linge préalablement submergé dans l'eau et bien essoré, puis le placer sur le chaudron en guise de couvercle. Un extincteur portatif à poudre chimique ABC peut également procéder à une extinction sécuritaire. Ces activités sont non seulement saisissantes, mais surtout importantes en matière de prévention des incendies, parce que la prévention, c'est en tout temps. La municipalité de Valmorin tient à sensibiliser la population quant aux bons gestes à poser lors de la saison du déneigement. Avec la campagne « Le déneigement, c'est la responsabilité de tous »,
Elle souhaite ainsi rappeler aux citoyens de Valmorin les bonnes pratiques à adopter afin d'assurer la sécurité des automobilistes et celle de son équipe de déneigement pour la saison à venir. Ce qui peut obstruer le passage des véhicules de déneigement devient une source de danger pour les équipes municipales, mais également pour les usagers de la route. Voici donc les bonnes pratiques à adopter pour la saison hivernale. Pour ne pas obstruer la voie publique lors de la collecte des déchets, matières résiduelles et matières organiques, il est nécessaire de positionner les bacs en bordure de rue à l'intérieur de l'entrée privée avant la collecte et de retirer les bacs dès la collecte effectuée. Lorsque vous déneigez votre entrée, évitez de déposer la neige dans la rue, sur le trottoir ou dans tout lieu public. Il est important de respecter le règlement municipal sur le stationnement et l'horaire hivernal que comporte celui-ci. Ainsi, le stationnement hivernal est interdit en tout temps sur l'ensemble du territoire, à l'exception des endroits identifiés et prévus à cet effet, c'est-à-dire dans les stationnements publics, les endroits identifiés et dans certains secteurs donnant accès à la pratique du plein air hivernal. Il y a quelques exceptions. Le stationnement est autorisé les 24, 25 et 26 décembre, ainsi que les 31 décembre, 1er et 2 janvier. Nonobstant toute autre disposition du règlement, stationner son véhicule sur un chemin public, même dans les cases de stationnement généralement autorisées, entre minuit et 7 heures, n'est pas permis du 15 novembre au 15 avril inclusivement. La Brigade des neiges de Val-David, une initiative élaborée en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi, vise à faciliter la mobilité sécuritaire des aînés pendant la saison hivernale. Ce projet s'avère être l'opportunité idéale pour les individus âgés de 16 à 35 ans désirant faire une réelle différence dans leur communauté, maintenir leur forme physique, générer un revenu d'appoint. Le fonctionnement est simple. Inscrivez-vous sur le site web de la municipalité de Val-David. Vous recevrez les adresses où effectuer le déneigement cet hiver. Vous effectuerez le déneigement et recevrez une allocation de participation et une multitude de sourires en retour. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Joanie au 819-321-1774 au poste 230 ou par courriel à joanie@cjelaurentide.org. Notez que les inscriptions pour les aînés seront ouvertes ultérieurement en fonction du nombre de participants inscrits à la Brigade des neiges 2024. La MRC des Laurentides a récemment publié le nouveau rôle d'évaluation foncière 2024, 2025, 2026 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. La valeur moyenne des propriétés à Val-David a augmenté de plus de 70 %, reflétant ici une hausse de la valeur des propriétés sur le territoire au cours des dernières années. Vous pouvez vérifier la valeur de votre propriété au nouveau rôle en visitant le site web valdavid.com sous l'onglet Services aux citoyens, /évaluation et taxation, /rôle d'évaluation foncière. Il est important de noter que l'augmentation de la valeur de votre propriété sur le nouveau rôle ne signifie pas une augmentation équivalente de votre compte de taxes. La municipalité ajuste les taux de taxation en tenant compte de la hausse de la valeur des propriétés. Les taux de taxation sont déterminés chaque année en fonction de la valeur totale des propriétés de Val-David et des revenus nécessaires pour financer les services municipaux et supramunicipaux. Les taxes foncières constituent la principale source de revenus pour payer les obligations et services de la municipalité, ainsi que ceux de la municipalité régionale de comté, de la Sûreté du Québec, de la Régie des incendies et de la collecte et du traitement des matières résiduelles. En résumé, 4 facteurs influencent votre compte de taxe foncière. La valeur totale des propriétés du village, les taux de taxation qui sont ajustés selon la valeur totale des propriétés, le budget municipal et la valeur de votre propriété. La Ville de Sainte-Adèle souhaite rappeler à tous les citoyens que le stationnement des véhicules routiers est interdit sur tous les chemins publics tous les jours de minuit à 7 heures du 1er novembre au 15 avril inclusivement de chaque année, à l'exception de la période des fêtes, donc du 23 décembre au 6 janvier inclusivement. Nonobstant l'information précédente, le stationnement est permis sur tous les chemins publics durant la relâche scolaire, telle qu'établie par la Commission scolaire des Laurentides, ce qui correspond pour l'année 2024 à la période allant du samedi 24 février au dimanche 3 mars 2024. Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur tous les stationnements municipaux tous les jours de 3h30 à 7h du matin, à l'exception du stationnement municipal situé sur la rue Émile-Cochon, où le stationnement des véhicules routiers de nuit est permis entre le 1er novembre et le 15 avril de chaque année
pour une période n'excédant pas 24 heures. Toutefois, il est interdit d'y stationner des véhicules récréatifs. En vertu d'une entente entre la ville et l'église de Sainte-Adèle, il est également permis d'utiliser le stationnement de l'église pendant la nuit durant la saison hivernale. L'objectif poursuivi par la ville avec cette politique de stationnement est de permettre aux équipes de déneigement de procéder au nettoyage des rues de façon plus rapide et efficace sans devoir contourner les voitures stationnées en bordure de route. Signalons également que les personnes ayant stationné leur véhicule sur la rue ou dans un stationnement municipal pendant les périodes interdites sont passibles d'une amende minimale de 60 $ et maximale de 300 $. C'est avec grande fierté que la ville de Sainte-Adèle a dévoilé le nom des 10 athlètes récipiendaires d'une bourse dans le cadre du programme de soutien à l'excellence sportive. Mis sur pied en 2020, ce programme vise à reconnaître le dévouement, la discipline et l'effort des jeunes athlètes adélois dans la poursuite et l'atteinte de leurs objectifs en lien avec une démarche d'excellence au niveau scolaire et sportif. La mairesse Michèle Lalonde affirme qu'en remettant ces bourses, la ville souhaite souligner la ténacité, la rigueur et l'assiduité au travail des jeunes athlètes adélois qui, par leur cheminement et leurs accomplissements, deviennent des modèles de réussite et de persévérance pour l'ensemble des jeunes. Elle ajoute que la pratique d'un sport de compétition requiert un investissement personnel et un engagement sans limite, mais il ne faut pas oublier que l'entraînement des athlètes engendre des coûts importants, surtout lorsqu'ils tentent de percer à des niveaux supérieurs. Le comité de sélection a ainsi décerné des bourses totalisant 2 400 $ aux jeunes athlètes adélois suivants selon leur niveau de compétition. Dans le niveau de compétition internationale, Lauriane Desmarais-Gilbert en ski acrobatique. Dans le niveau de compétition nationale, Eliane Blais en vélo de montagne, Zoé Brunet au volleyball, Mathilde Croteau en trampoline, Laurent Lepage en snowboard. Dans le niveau de compétition provinciale, Ludovic Brunet au soccer, Lucas Dalal-Tremblay au soccer, Louis-Albert Dumontier en voile et ski alpin, Adèle Julot en tennis. Dans le niveau de compétition régionale, Rosalie Fardray en équitation. Âgés de moins de 25 ans et résidents de Sainte-Adèle, ces jeunes virtuoses de leur art se sont démarqués par la qualité du dossier présenté, leur cheminement sportif, les performances enregistrées durant l'année en cours ainsi que le niveau de discipline et de détermination lié à l'atteinte de leur objectif. Le programme de soutien à l'excellence sportive sera reconduit en 2024 et les jeunes adélois athlètes de la relève sportive seront invités à présenter leur dossier de candidature dès le printemps prochain. Les formulaires seront disponibles sur le site web de la Ville à compter de mars 2024 et la date limite pour le dépôt sera le 3 septembre de la même année. Revenez-nous après la pause. La MRC d'Antoine Labelle a reçu le mois dernier la mention spéciale sensibilisation pour son projet de cahier d'histoire et de coloriage Patricolore dans le cadre des prix Action Patrimoine. Alors que Patricolore, réalisé par la MRC, a pour objectif d'éveiller l'intérêt patrimonial local de manière ludique par des informations historiques et des notions sur l'architecture du patrimoine bâti du territoire, il a été déposé dans la catégorie sensibilisation des prix Action Patrimoine. Dans cette catégorie sont admissibles les initiatives ayant contribué à la sensibilisation ou à une meilleure diffusion des connaissances du patrimoine bâti et des paysages culturels. Ainsi, lors de la remise de prix à la suite du colloque 2023, Choisir la voie durable d'Action Patrimoine, la MRC a reçu la mention spéciale sensibilisation pour son projet Patricolore. Le cahier d'histoire et de coloriage contient de nombreuses notions historiques et architecturales destinées aux enfants de 10 à 12 ans du territoire. Par ce projet, la MRC souhaite susciter l'intérêt et la curiosité de la clientèle cible, en plus d'encourager la lecture, l'écriture et le dessin, des habiletés essentielles dans le développement des enfants. Cet outil pédagogique a été élaboré avec la collaboration du Centre des services scolaires des Hautes-Laurentides. Patricolore contient 20 immeubles patrimoniaux encore à ce jour existants qui couvrent l'ensemble des municipalités de son territoire. Il représente différents styles architecturaux et touche à différentes années de construction.
Ce projet de cahier d'histoire et de coloriage a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC d'Antoine Labelle dans le cadre de l'entente de développement culturel 2021-2023. Depuis avril 2021, les MRC ont de nouvelles responsabilités en matière de patrimoine. Elles doivent notamment adopter et mettre à jour périodiquement un inventaire des immeubles ayant une valeur patrimoniale présents sur le territoire. Intéressée par son patrimoine, la MRC d'Antoine Labelle joue un rôle actif en matière de reconnaissance, de préservation et de mise en valeur de celui-ci. Elle réalise des actions visant à outiller le milieu en patrimoine immobilier pour qu'il contribue à son tour à la connaissance, à la protection, à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel immobilier. La MRC a également pour mandat de réaliser des actions de sensibilisation au patrimoine immobilier sur le territoire. Cet organisme œuvre à protéger, à mettre en valeur et à faire connaître le patrimoine bâti et les paysages culturels du Québec. Il mène des actions de sensibilisation, d'éducation et d'intervention auprès des citoyens, des institutions et des gouvernements. Dans le cadre du mois de la sensibilisation au radon, le C3S des Laurentides souhaite vous rappeler qu'une exposition à des niveaux élevés de radon dans vos habitations peut représenter un risque à votre santé. Le radon est un gaz radioactif cancérigène d'origine naturelle qui provient de la désintégration de l'uranium présent dans la croûte terrestre. À l'extérieur, il ne représente aucun danger car il se dilue rapidement dans l'air ambiant. Lorsqu'il s'infiltre dans les maisons, surtout par les fondations, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations qui peuvent entraîner un risque pour la santé. Si vous passez beaucoup de temps dans votre sous-sol, comme le radon est invisible, inodore et impossible à détecter par les sens, il est important de vous assurer que la concentration de radon dans votre maison ne dépasse pas le seuil recommandé. L'exposition à un taux élevé de radon dans l'air intérieur accroît le risque de cancer du poumon. C'est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme et la première cause chez les non-fumeurs. Au Québec, de 10 à 16 % des décès par cancer du poumon sont associés au radon. Il s'agit de plus de 1000 décès par année. La façon la plus simple de connaître la concentration dans votre habitation est de faire un test à l'aide d'un appareil de mesure appelé dosimètre. Vous pouvez le faire vous-même ou encore faire appel à un professionnel en mesure de radon. Si le résultat du test montre une concentration élevée de radon dans votre maison, il est possible d'effectuer des travaux correctifs. Pour plus d'informations sur le radon, comment se procurer un dosimètre recommandé et rendre votre résidence sécuritaire, consultez la page au sujet du radon sur le site web du C3S des Laurentides. Le C3S des Laurentides a annoncé le remplacement de l'appareil de mammographie de l'hôpital de Mont-Laurier par un nouvel appareil de haute technologie. Le nouvel appareil de mammographie est entré en fonction en début octobre. Il s'agit du point culminant de plusieurs mois de préparation, de modernisation et d'agrandissement. Ces travaux, bien supervisés, n'ont pas eu d'impact majeur sur le déroulement habituel des opérations. Ce remplacement permettra d'assurer une bonne continuité des services de mammographie à l'hôpital de Mont-Laurier avec la possibilité de suivre plus de 3000 patientes chaque année. Mme Rosemonde Landry, présidente directrice générale du C3S de Laurentides, explique que la santé des femmes est toujours une priorité pour le C3S et que l'organisation tient à ce que toute la population, peu importe où elle se trouve sur le territoire, ait accès aux mêmes standards élevés de soins. Le mois dernier, le C3S des Laurentides, partenaire du Comité de prévention maltraitance des aînés de Thérèse de Blainville, a procédé à la signature de l'entente de collaboration pour contrer la maltraitance et promouvoir la bientraitance envers les personnes aînées. Depuis plusieurs années, le C3S des Laurentides et plusieurs partenaires impliqués collaborent avec la MRC de Thérèse de Blainville dans le dossier de la lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées. Il en a découlé, en 2018, une première entente inspirant la poursuite des actions et le développement de nouvelles stratégies touchant les différents acteurs du milieu. Mise à jour en 2023, cette entente permet d'établir les modalités de collaboration entre les partenaires afin d'assurer une cohésion des interventions concernant la maltraitance à l'égard des personnes aînées dans une approche concertée. Le travail en partenariat permet de bonifier et de faciliter les pratiques de lutte contre la maltraitance et d'améliorer l'accessibilité et la continuité des services. Depuis le mois de septembre dernier, la MRC des Pays d'en Haut doit composer avec un nouvel opérateur de collecte des bacs roulants sur une partie de son territoire pour la ville de Saint-Sauveur et les municipalités de Piémont et de Sainte-Anne-des-Lacs.
Ce changement a engendré des problématiques rencontrées par certains citoyens, dont le fait que plusieurs bacs ne sont malheureusement pas collectés la journée inscrite au calendrier. La MRC prend cette situation très au sérieux et déploie tous les efforts et moyens pour corriger la problématique dans les meilleurs délais. La MRC exige de tous ses opérateurs que les règles élémentaires de qualité de service soient respectées afin d'offrir aux citoyens le service conformément aux journées prévues. Les citoyens demeurent les meilleurs alliés de la MRC pour s'assurer du service rendu par ces opérateurs. Si un des bacs n'a pas été collecté la journée prévue au calendrier, il est demandé aux citoyens concernés de le laisser exceptionnellement au chemin jusqu'au lendemain soir et de signaler l'événement via le formulaire de requête en ligne disponible sur le site web de la MRC des Pays d'en Haut. La Sûreté du Québec et la MRC des Laurentides ont renouvelé leur entente relative à la fourniture de services de police par la Sûreté du Québec. D'une durée de 10 ans, cette entente précise les rôles et les responsabilités de la Sûreté du Québec, de la MRC ainsi que du Comité de sécurité publique. Depuis 1997, le ministère de la Sécurité publique et les MRC signent des ententes de service pour la desserte policière par la Sûreté du Québec. Ces ententes ont institué un partage des responsabilités entre les municipalités et la SQ pour la gestion de la sécurité publique. L'entente prévoit notamment la durée, soit de 10 ans, le nombre de policiers affectés aux services fournis, la nature et l'étendue de ces services ainsi que les modalités d'application. La sécurité publique est une priorité pour assurer le bien-être des citoyens et la poursuite de cette collaboration entre les élus et le service de police est essentielle pour améliorer la sécurité sur le territoire. Le renouvellement de cette entente démontre les engagements et responsabilités de la SQ à l'égard des 20 municipalités et villes de la MRC des Laurentides. Elle constitue aussi un outil de référence et de collaboration. Présidé par Stephen Larose, maire de Montcalm, le comité de sécurité publique est composé de maires, de la direction générale de la MRC et des représentants de la Sûreté du Québec. Son mandat et ses responsabilités sont de formuler des recommandations au Conseil des maires. Ce comité assure un lien direct entre les maires et la SQ afin de discuter des problématiques rencontrées au niveau local et de prendre des mesures adaptées aux enjeux propres à chaque municipalité. 2 postes de police sont établis dans la MRC de Laurentides, l'un à Mont-Tremblant, l'autre à Sainte-Agathe-des-Monts. Le directeur de district a pour principal mandat de définir les opérations et de voir à leur application sur le territoire. De plus, il veille à ce que l'ensemble des unités sous sa supervision aient les ressources pour assurer une desserte optimale de la MRC et du réseau autoroutier de son territoire. Le comité de sécurité publique émet chaque année 3 grandes priorités. Les priorités adoptées pour l'année 2023 sont accroître les interventions ciblées envers les usagers vulnérables sur le réseau routier et récréotouristique, mettre en place l'application d'un plan d'action en prévention de la criminalité et assurer une visibilité optimale et une présence accrue dans toutes les villes et municipalités. En réponse aux besoins en recrutement de main-d'œuvre qualifiée des entreprises du territoire, la Corporation de développement économique, ou CDE, de la MRC de Laurentides organise une mission de recrutement de main-d'œuvre en Tunisie en mars 2024. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée est un défi auquel de nombreuses entreprises du territoire de la MRC de Laurentides sont confrontées. Cette mission de recrutement en Tunisie vise à attirer des talents internationaux pour soutenir la croissance des entreprises de la région. Cette initiative favorisera également la diversification de la main-d'œuvre, créant ainsi de nouvelles opportunités de développement économique. Cette mission multisectorielle vise un bassin de travailleurs francophones expérimentés et qualifiés qui est disponible en Tunisie. Les entreprises de la MRC sont invitées à participer à cette mission de recrutement et à communiquer avec la CDE pour s'inscrire. Une séance virtuelle d'information sera tenue le 21 novembre à 9 h. Le lien pour s'inscrire est disponible sur le site web de la MRC de Laurentides. Les étapes clés de la mission sont l'identification des candidats qualifiés, puisque la CDE travaille en collaboration avec Canadim et des agences de recrutement locales en Tunisie pour identifier des candidats qualifiés correspondant aux besoins des entreprises de la région. L'entretien et les évaluations, les candidats présélectionnés participeront à des entretiens et à des évaluations portant sur leurs compétences, leur expérience professionnelle et leur aptitude à s'intégrer dans le marché du travail des Laurentides. Des tests techniques pourront être mis en place. La CDE accompagnera et soutiendra les nouveaux employés dans leur intégration en entreprise,
favorisant ainsi la rétention à long terme. Paul Calcé, directeur général de la CDE des Laurentides, affirme que son organisme est ravi de lancer cette mission de recrutement en Tunisie, puisque cela renforcera la main-d'œuvre locale en attirant des talents internationaux, contribuant ainsi à la croissance et à la prospérité de la région. Il ajoute que la CDE est convaincue que cette initiative sera bénéfique pour les entreprises locales, les candidats tunisiens et la communauté dans son ensemble. Pour toute information complémentaire sur cette mission de recrutement, vous pouvez contacter Isabelle Plouffe au 819-681-3373 au poste 1409 ou à emploi@cdemrclaurentide.org. Nous sommes maintenant en compagnie de Fred Dionne, auteur, compositeur, interprète, qui est à sa deuxième visite ici à la télévision communautaire de Laurentides. Fred, comment vas-tu? Ça va bien, Vincent? Ça va très bien. Toujours un énorme plaisir de te recevoir. Tu es venu il y a un peu plus d'1 an. Tu venais de lancer ton tout premier album solo. Ouais. Tu es parti en tournée, tu en as fait la promotion. Quelles sont les retombées de ce premier album-là? Ça va super bien. Pour vrai, je suis vraiment content. Mes chansons jouent dans les radios un peu partout au Québec. Il y a des gens qui l'entendent. Chaque jour, je me fais texter « Hey, ta tune joue ici, ta tune joue là ». Fait que les radios, c'est sûr que c'est trippant. Puis les spectacles aussi, je suis vraiment chanceux. J'ai beaucoup de shows, je fais des premières parties, je me promène un peu partout. C'est ça. Comment est-ce que tu calcules le succès d'un album? Est-ce que la formule, c'est nombre de billets vendus en spectacle? Est-ce que c'est nombre de fois que c'est joué dans les stations de radio? Est-ce que c'est les deux? À quoi est-ce qu'un artiste accorde le plus d'importance? Ça dépend à qui, je pense. Moi, je suis chanceux. C'est un beau tout. C'est un beau... c'est un peu de tout ça. Fait que je me considère super chanceux. Je suis vraiment content. J'imagine que ça dépend de chacun. Pour vrai, moi, je suis chanceux, j'ai un peu de tout. Fait que... Puis pour toi, donc, c'est un petit peu de tout? Ouais, je pense que ce qui me fait le plus de bien, c'est de voir qu'il y a des shows. D'aller à la rencontre des gens pour vrai, de serrer des mains puis de se faire dire hey, c'est cool ce que tu fais. Moi, c'est ça que je trouve le plus gratifiant. C'est ça, fait que c'est l'expérience en personne, c'est l'expérience en présentiel qui est la plus gratifiante et qui te garde accroché à cet art-là. Vraiment, puis tu sais, ça fait longtemps que je fais de la musique puis ça a tout le temps été ça pour moi. Genre, je sais que mon chemin va se faire à travers le live, tu sais, les spectacles, puis rencontrer le monde pour de vrai. C'est de même que je trouve que c'est le plus touchant, qui se passe le plus, que l'énergie se transperce. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe en personne. Qu'est-ce qu'un artiste apprécie le plus? Est-ce que c'est donner une performance incroyable à quelqu'un qui l'a suivi pendant tant d'années ou est-ce que c'est donner une performance incroyable et accrocher un nouvel auditeur qui le découvre pour la première fois? Qu'est-ce qui est plus gratifiant en tant qu'artiste? Je vais parler pour moi parce que toujours pour toi. Ça peut être différent pour chacun. Pour moi, je pense que c'est d'aller chercher un nouveau public. Puis en ce moment, c'est parce que c'est ça que je vis beaucoup présentement. Dans les spectacles, il y a beaucoup de monde qui viennent me voir pour me dire « Hey, je te connaissais pas, mais hey, on va écouter ça, c'est vraiment trippant, on aime ce que tu fais. » Fait que ça, c'est sûr qu'à chaque fois, ça me fait chaud au cœur de savoir que à chaque soir, il y a du nouveau monde qui embarque dans le bateau et qui vont suivre le projet pour les prochaines années. Puis une chose qui est extrêmement utile pour tous les artistes pour se faire connaître plus largement, c'est de partir en tournée, c'est de collaborer avec d'autres artistes. Ouais. Et là, je crois, la tune, le Nord Bar, c'est une collaboration de beaucoup d'artistes country. Comment est-ce qu'un projet comme ça est mis sur pied, conceptualisé, puis est mené à bout? Parce que ça doit être très compliqué. C'est compliqué, il y a de la logistique derrière ça, mais ça à la base, parce que Nord Bar, c'est une chanson, mais c'est aussi un album. On s'est retrouvé une gang de chums à écrire un album collectif l'hiver passé. Puis ça a commencé justement en étant amis, en se croisant dans des événements. C'est le genre de projet qu'on se dit il faudrait bien faire de quoi, faudrait bien faire de quoi. Puis finalement, on l'a fait. Fait que c'est Phil G. Smith, un de nos acolytes du projet, c'est lui qui a mis son poing sur la table. Il a dit OK, là, on fait de quoi? Il a organisé ça, il a loué un chalet dans le Nord. On est allé écrire 7 artistes. On s'est mis ensemble, on a écrit un album, puis ça a sorti au mois de septembre. Fait que c'est sûr qu'il y a eu bien d'ouvrages administratifs derrière ça pour combiner les horaires. Mais là, c'est sorti. C'est un petit peu comme... C'est un petit peu comme concrétiser tous les rêves de jeune homme, dans le sens où t'es un jeune homme, je suis un jeune homme, on a tous déjà pensé avec nos boys, avec nos chums, on devrait s'ouvrir un bar. Vous n'avez pas exactement fait ça, vous avez plutôt écrit un album sur ce concept-là, cette idée-là. On a ouvert le Nord Bar. C'est exactement ça. Fait que c'est combien d'artistes On est 7. Okay. Ouais, on est 7. Là-dedans, il y a Andy Thériault, Brittany Cano,
Il y a moi, Guillaume Lafont, Vince Lemire, Phil G. Smith et puis Francis de Grandpré. Au niveau logistique, collaboratif, c'est extrêmement compliqué, mais ça doit également être un challenge, un défi, dans le sens où vous êtes tous des artistes solo, vous avez tous des bands, vous avez une vision de ce que devrait être l'une de vos chansons. Ouais. Est-ce que parfois, lorsque vous collaborez sur un projet de la sorte, ces visions entrent en conflit, puis il y a des petites flamèches qui peuvent étinceler quand il y a quelqu'un qui dit « Moi, je pense que ça devrait être clé de sol, clé de fa, clé de do », ou plutôt, je connais peu la musique, mais il doit y avoir certains moments où c'est difficile de faire ça. Il y a des enjeux, mais il faut dire que pour ce projet-là en particulier, ça a vraiment bien tombé. Je pense qu'on le savait qu'on était 7. Je pense qu'on avait tout un certain lâcher-prise par rapport à ça, dans le sens qu'on s'est dit, ça va être trippant. On le vit, on le fait pour le fun. Puis il y avait un réalisateur sur le projet qui s'appelle Étienne Joly, c'est avec lui que moi j'avais travaillé mon premier album. C'est lui qui venait jouer la job de tout mettre ça ensemble, puis de faire. Il avait le mandat de faire un album. Même si on était 7, puis on a tous des sons différents d'habitude. Mais là, on lui avait confié la tâche de faire un album avec ça, puis ça va bien se passer. Fait que c'est ça qui est arrivé. Il a fait un beau tout avec les tunes qu'on y amenait. Fait que c'est pour ça qu'on pouvait pas trop chialer, dire « Ah, moi, j'aurais aimé ça l'amener plus là, plus là. » Il y avait un lâcher-prise par rapport à ça. On savait que c'était déjà assez complexe comme processus. On parlait un petit peu tantôt du phénomène de la musique country au Québec. Comment c'est de plus en plus largement consommé. On voit ça avec l'énorme succès du festival Lasso. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose en tant qu'artiste que tu apprécies? De voir de plus en plus de gens plonger dans ton style musical, ou est-ce que ça crée beaucoup trop de compétition lorsqu'il y a de plus en plus d'artistes qui émergent également? Non, en ce moment, je trouve que c'est vraiment, vraiment bon pour nous autres. On est chanceux. Même, là, je fais comme partie, justement, avec la gang de Grand Ours. Je fais partie, on dirait, d'une nouvelle génération, d'une nouvelle cohorte de musique country. Puis c'est vraiment le fun parce qu'on sent qu'il y a de l'engouement. Là. Il y a du monde dans les shows de plus en plus. Le mot se passe. Fait que, malgré le fait qu'on soit tous en compétition, on est vraiment comme une belle gang de chums. Puis même ceux en dehors de Grand Ours là, qui font partie de cette gang-là. C'est vraiment cool, puis je pense qu'on se nivelle tout par le haut. Le fait de sortir un bon album, ça donne envie au prochain d'en faire un bon aussi. Puis comme je parlais tantôt hors d'onde, ça me fait penser à l'humour un peu, ou ce qui s'est passé dans le rap. Je pense que le monde qui vont aller voir un show de country, ils vont dire « Wow, c'est donc bien cool », ils vont avoir le goût de retourner, puis de retourner, puis de retourner. Fait que c'est ça. Pour nous autres, à la date, ça va super bien, puis c'est cool pour ça de voir que les gens sont au rendez-vous. Tu as mentionné ta génération. Je trouve ça intéressant parce que c'est délimité. Une génération a une fin, une génération a un début. Ouais. Donc, on peut la voir, on peut voir où elle se situe. Ouais. Est-ce que dans la musique country, il y a une telle délimitation entre ta génération, la génération précédente? Est-ce que vous voyez comme des styles distincts, des styles différents, puis y a-t-il un clash au niveau des générations? Ouais, je pense qu'on est arrivé, puis c'est drôle parce qu'on s'était pas parlé là, avant de faire ça, mais on est tous arrivés avec un premier album pratiquement dans les mêmes dates. Là. Au mois d'octobre l'année passée, là, par exemple, même moi, Guillaume Lafont, puis Vincent Lemire, on a lancé nos albums la même date. Fait qu'il y a eu comme littéralement une nouvelle vague dans cette année-là, en 2022. Puis c'est sûr qu'on se détachait un peu du son du country plus western qu'on connaissait auparavant avec Paul Darèche, par exemple. C'est quoi le son western? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben, tu sais, un son plus classique, disons, country plus traditionnel. Nous, on est arrivé plus avec... On est dans la vague New Country, un peu comme ce qui se passe aux États-Unis. Tu sais, on entend Luke Combs, Morgan Wallen, Chris Stapleton, qui sont des gros noms de la musique country aux États-Unis. Ben, eux autres, ils le font à leur manière. Ils incluent de la pop, du rock là-dedans. Puis c'est un peu ça qu'on a fait nous autres aussi parce que c'est ça qu'on écoute. Puis c'est ça que... C'est la musique de notre génération, justement. Fait que on l'a fait comme ça. Puis c'est ça qui a marqué, je pense, la différence entre l'ancienne génération puis la nouvelle, je pense. Un de mes auteurs préférés, Ernest Hemingway, disait que tu ne peux pas écrire quelque chose que tu n'as pas vécu. Est-ce que c'est difficile de faire de la musique country sans avoir vécu country? Ben non, je trouve pas. C'est une bonne question. C'est ça, faut-tu vivre sur un ranch dans le Wyoming pendant 5 ans pour pouvoir écrire quelque chose de country qui a de l'allure? Hein? Ben ça dépend, pas Okay. tout à fait, parce que tu vois, on traite tous des sujets qu'on connaît, ou tu sais, on peut s'inspirer aussi des histoires qui viennent de l'extérieur, mais moi, personnellement, mon album s'appelle Highways, ça parle de route, puis de la route, j'en ai fait, tu sais, ça fait 9 ans cette année que je gagne ma vie avec la musique, ben à travers ça, on en fait de la route, puis on en voit du paysage, puis moi aussi, j'ai toujours aimé les voyages, fait que tu sais, j'ai fait des road trips aux États-Unis un peu partout.
C'est de ça que j'ai parlé dans mon premier album. Puis chaque être humain vit plein d'affaires, puis c'est de ça qu'on parle. Après ça, le country, ben, c'est des textures, c'est justement mettre les paroles de Des l'avant. textures, qu'est-ce que tu Ben, veux des dire par ça? sonorités, par Ok. exemple, tu sais, l'instrumentation d'une chanson. Moi, c'est ça qui rend ça country. Après ça, on peut bien en faire. Tu sais, j'aurais pu faire les mêmes chansons en version jazz si j'avais voulu. Moi, ce que Ok. j'écoute puis ce que j'avais envie de faire, c'était de la musique country, tu sais, tirer du folk avec des sonorités de blues puis de bluegrass. Fait que moi, c'est vers ça que je suis allé, mais après ça, même si j'ai pas vécu sur un ranch au Wyoming, ben, ça se prêtait super bien aux textures que j'ai apportées. Puis il faut dire que moi, tu sais, j'ai toujours joué de la guitare acoustique. Ma famille vient d'Abitibi puis du Saguenay. C'est dans mes racines aussi. Fait qu'il y a un petit mélange de tout ça qui a fait en sorte que c'est ça que j'ai décidé de faire. Tu sais. J'aimerais parler un petit peu de la parabole de l'artiste qui vit difficilement. Parce Mhm. qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent, afin de créer, il faut vivre avec peu. Il faut Ouais. vivre difficilement. L'artiste qui struggle, c'est l'idée des artistes qui vivent que pour l'art. Ils disent que c'est dans ces conditions-là que la créativité vit vraiment le mieux. Mm. Est-ce que à tes débuts, c'est normal qu'à tes débuts, tu n'avais pas beaucoup de succès, tu venais de commencer. Ouais. Est-ce que c'était plus facile créer à ce moment-là l'art pour l'art plutôt que maintenant que tu as fait l'assaut, les gens te connaissent un petit peu plus? Qu'est-ce qui est plus facile créer dans quelles circonstances? Je te dirais que, ben, tu sais, je suis encore dans les débuts du projet, Mhm. fait que je roule pas sur l'or, là, on s'entend. D'accord. Là, je continue à travailler mes affaires puis essayer de continuer à développer mon projet. Mais je te dirais que là, je suis présentement en train d'écrire mon deuxième album, puis ça va super bien. Tu sais, le premier, je l'avais écrit sur plusieurs années, je mettais des tunes de côté, tu sais, je gardais ça, je travaillais ça à temps perdu. Tu as des attentes par contre. Il y a des gens Ouais. qui s'attendent à un certain niveau de succès Ouais. après le premier Ouais. album. Fait que c'est plus de pression, plus de Un choses auxquelles peu. penser. Un peu, mais en même temps, moi, on dirait que le fait de sortir mon premier, ça m'a aidé à trouver la direction de mon projet, voir ce que j'aimais faire en show, ce que les gens recevaient bien, ce que les gens recevaient moins bien. Fait que on dirait que ça m'a aidé à savoir quoi écrire pour mon deuxième, quel genre de... Tu sais, le projet se définit à travers chaque show, tu sais. Fait que là, je trouve que ça a bien été pour l'écriture du deuxième. J'ai pas tout à fait fini encore, mais on commence le studio au mois de décembre. Fait que je suis presque rendu à terme là, en termes d'écriture. Mhm. Puis, ouais, moi, ça a vraiment bien été pour vrai pour ce projet-là. Lorsqu'on faisait la promotion de ton dernier album, on avait convenu, ben, tu m'avais mentionné en fait que tu avais deux types de chansons, toi. Toi, tu avais Ouais. quelques chansons pour lesquelles il y avait un message, pour lesquelles Ouais. c'était songé, c'était très, très, très personnel. Puis tu avais des chansons que c'était purement juste pour mettre dans la voiture sur un road trip, puis Ouais. bouger la tête, puis faire des fist pumps comme ça. À quel type de chanson est-ce que les gens ont le mieux répondu? À quel type de chanson crois-tu, d'Étienne, les gens s'identifient le plus? Ben, c'est sûr que les chansons plus légères, disons, les chansons de road trip, là, il y en a 3-4 qui ont joué dans les radios, beaucoup, tu sais, puis que ça va super bien à ce niveau-là. Fait que je veux pas lâcher ce monde-là. C'est le fun. Tu sais, c'est ça qui fait que ça amène des gens vers le projet que je me fais découvrir. Même moi, mon trip d'écriture, c'est sûr que c'est des chansons un petit peu plus réfléchies ou tu sais, je passe plus de temps à écrire les chansons où je veux vraiment qu'il y ait un message derrière puis que ça puisse peut-être faire réfléchir certaines personnes. Mais je me bloque pas non plus, c'est ça, à écrire des chansons plus légères parce que j'ai tout ce spectre-là en moi. Tu sais, j'aime ça faire la fête, j'aime ça être relax puis baisser vite puis partir en road trip. Mais j'aime ça aussi me poser des grandes questions puis réfléchir à la vie. Fait que sur le deuxième album, ça va être sensiblement pareil. Il va y avoir des tunes pour les gens qui veulent faire le party puis triper. Puis des tunes pour ceux qui veulent s'asseoir avec un café puis écouter ça tranquillement. Tu sais. Ou un verre de whisky? Les deux. Ou un whisky irlandais? Ouais, exactement. Tu m'avais mentionné, si je me souviens bien, tu m'avais mentionné que tu avais écrit une chanson sur ton dernier album pour ta mère qui est enseignante, Ouais, pour mes parents, en fait. Pour tes Les deux parents. sont enseignants. Ouais. qui sont les deux enseignants. Ouais. Est-ce que lorsque l'album est sorti, tu as des oncles puis des tantes ou des cousins, frères et sœurs qui t'ont appelé puis qui t'ont demandé ma toune à moi est où? Puis je m'attends à une toune à moi sur le second album. Non, il n'y a Non. personne qui m'a fait part de ses attentes, en tout cas, s'il y a du monde qui en ont. Mais tout le monde a été, en tout cas, les gens qui viennent me voir pour me parler de cette chanson-là, j'ai eu beaucoup de beaux témoignages. Ça a touché beaucoup de monde, puis ça, je suis vraiment fier. C'est une chanson que je fais pratiquement dans tous mes spectacles, puis à chaque fois, j'ai des beaux commentaires après, fait que ça me rend super fier. C'est une chanson très intime pour mes parents.
Puis là, je me rends compte que ça va au-delà de ça, puis que les gens se reconnaissent là-dedans, puis qu'ils pensent à leurs parents, ou des parents qui pensent à leurs enfants. Puis en tout cas, ça a vraiment créé une belle... La parenté, les parents, c'est l'un des thèmes universels Exact. qui va toujours bien fonctionner dans une chanson parce que tout le monde va s'identifier à ça. Ça va venir rejoindre absolument tout le monde. Tout le temps. Oui, exact. Vas-y, pardon. Non, mais c'est ça que j'allais dire. Ça crée des super beaux moments, des beaux témoignages, des belles discussions avec les gens après les shows. Fait que je suis vraiment fier de ça. Je suis content de l'avoir fait. Comment ça s'est passé, Lasso? Wow. J'imagine que c'était de loin le plus gros festival auquel tu as participé. Oui, c'était le plus gros festival sur lequel j'ai joué, ça c'est sûr. C'était... Quelle expérience pour vrai, c'est juste d'avoir mon nom sur ce poster-là. Après, ça faisait quoi, 6 mois que mon album était sorti à ce moment-là. Tu sais, me retrouver sur le même poster que Chris Stapleton, qui est un idole pour moi, j'étais overwhelmed. C'était vraiment quelque chose. Fait que c'était une super belle journée. Puis il y a les loges là, qui s'appellent le Artist World sur le site où là, on se retrouve à manger, à côtoyer tous les autres bands. Tu sais, il y a vraiment quelque chose qui se passe là, puis les gens étaient au rendez-vous, man. Il pleuvait cette journée-là à Sio, c'était incroyable, puis les gens étaient debout devant moi avec de l'énergie, puis ils étaient contents d'être là. C'était quelque chose, un beau souvenir, vraiment. L'une des façons les plus efficaces pour s'améliorer dans ce que tu fais, c'est d'observer et d'étudier les gens qui connaissent plus de succès que toi. Ouais. Les athlètes font tout ça. Tout le monde va regarder des vidéos de Michael Jordan pour s'améliorer au basket. Ouais. Tout le monde va regarder des vidéos de Mohamed Ali pour s'améliorer à la boxe parce que c'est les meilleurs à l'avoir fait. Ouais. Est-ce qu'à l'assaut, tu as eu l'opportunité de t'asseoir puis de regarder Chris Stapleton ou de regarder les grands des grands, prendre des notes puis faire si eux font ça comme ça doit être une formule gagnante et je vais tenter d'intégrer certains éléments dans ce que je fais? Tout à fait. Moi, je suis Avant d'être musicien, je suis mélomane. J'écoute beaucoup de musique, puis j'aime ça, voir des shows. Puis effectivement, pas juste à l'assaut, mais partout, je vais voir des shows, puis je m'assois, puis je regarde ça, puis c'est inspirant. Puis effectivement, je ressors de là avec « Ah, ça, j'ai vraiment aimé ça ». Ou ça, je me dis « Moi, j'irai pas vers ça ». Puis il faut dire que je suis vraiment chanceux aussi. Là. Depuis la sortie de mon album, je fais les premières parties de Matt Lang en tournée, puis les premières parties de Deux Frères aussi en tournée, en salle. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment très instructif pour moi parce que j'ai la chance de voir tout leur spectacle, d'être assis side stage. Tu sais, moi, je fais ma première partie, je fais 20 minutes. Après ça, je m'assois sur le côté du stage, puis je les regarde aller, puis je suis comme, wow, tu sais, c'est fou. Les gens sont au rendez-vous. Il y a tellement à apprendre de ces gars-là qui font ce métier-là depuis des années, puis qui remplissent leur salle. Fait que c'est vraiment inspirant. Puis en plus, sur le show à Matt Lang, il me réinvite 2 fois dans le show pour faire une des tunes avec lui. Tu sais, c'est comme, moi, je peux le vivre comme une rockstar, c'est vraiment, vraiment hot. C'est super trippant. Les gens qui baignent dans un monde ont une appréciation différente de ce monde-là que les autres personnes. Dans le sens qu'un écrivain qui lit Hemingway va apprécier différemment ce que Hemingway fait que quelqu'un qui lit juste des Lucky Luke. Je comprends. Est-ce que toi, tu apprécies la musique différemment parce que tu en fais tous les jours que moi, je l'apprécierais? Peut-être. C'est sûr, j'ai probablement un regard un peu plus critique. C'est ça, exactement. Parce que tu vois les petits détails beaucoup plus que moi, je les verrais. Là. Peut-être, c'est ça. C'est sûr que je suis le genre de gars qui porte un regard critique puis que j'aime la bonne musique. Tu sais, j'aime la musique qui est bien faite, qui est bien réalisée, qui est bien écrite. Mais en même temps, il y a d'autres choses qui sont bonnes. Puis moi, à partir du moment où ça rejoint des gens, puis que les gens sont touchés, émus, heureux, peu importe, que ça procure une émotion, puis que le monde trippe, puis qu'ils sont au rendez-vous, ben j'ai du respect pour ces gens-là parce que je trouve ça beau, tu sais, je trouve ça le fun, ce partage-là. Mais c'est sûr que quand moi j'écoute de la musique, ben je suis plus picky, disons. Mais bien sûr. Ouais, c'est ça. Fait que je veux pas trop me fermer là-dessus. C'est ça. On a parlé au tout début de l'entrevue des différents types de gratification. Vente de billets, nombre de fois que la tune joue à la radio. Mais j'ai l'impression, puis je tente de rattacher ça un petit peu à l'actualité, la plus grande gratification d'un artiste, il ne la verra jamais. Dans le sens où tu ne verras jamais les gens qui vont s'exprimer sur comment tu as changé tu as changé leur vie tant que tu n'as pas quitté cette vie-ci. Puis là, je parle de Carl Tremblay qui nous a quittés hier, une tragédie. Il s'est battu contre le cancer pendant des années et des années. À Mirabel, il a donné une performance, je pense que pendant qu'il était en chimio. Donc, il s'est battu de façon incroyable. Et maintenant, lorsqu'il nous quitte, on peut voir à quel point il a largement affecté la population québécoise. Et ça, malheureusement, il ne l'a pas vu. Il s'en doutait un petit peu, j'imagine, mais il ne l'a pas vu concrètement. Est-ce que, en tant qu'artiste,
c'est quelque chose avec lequel vous êtes capable de dealer, de savoir que mon impact complet, je ne le verrai jamais? Ben, c'est pas tout à fait vrai qu'on le verra jamais OK. parce que on se le fait dire, on a la chance de. Tu sais, moi, je sors après les spectacles puis je vais voir les gens. Puis on prend un verre ensemble puis on serre la main. Tu sais, je prends le temps de jaser à tous ceux qui ont envie de jaser après les shows. Puis les gens nous le disent quand ça fait une différence dans leur vie, la plupart du temps, tu sais. Fait que c'est vraiment touchant, ça, de le vivre. Puis je pense que par rapport au Cowboy puis à Carl, surtout depuis sa maladie, les gens ont été au rendez-vous. Ils ont témoigné de leur amour pour les Cowboys. On l'a vu, ces plaines d'Abraham l'été passé, tu sais. C'est des moments magiques. Ouais. Puis je pense qu'il a été chanceux pour ça. Les gens leur ont fait sentir aux Cowboys qu'ils ont changé bien des vies. Puis que, tu sais, ça fait des années, ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils sont là. Ça a été un monument au Québec, c'est des légendes. Puis je pense qu'ils ont eu leur dose d'amour. Je pense que c'est sûr que là, aujourd'hui, on le réalise encore plus avec tous les témoignages qu'on voit sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio. Fait que les Cowboys, c'est vraiment spécial, mais à plus petite échelle. Après chaque spectacle, il y a tout le temps du monde qui vient nous dire qu'ils sont contents, puis que tout le monde a une histoire par rapport à telle tune ou justement tel événement. Fait qu'on est chanceux quand même, on le vit un peu au quotidien. Il y a des témoignages qui arrivent à nous. Est-ce que les Cowboys font partie de cette génération précédente country dont tu me parlais il y a quelques minutes? Oui, je pense que les Cowboys se sont jamais nécessairement particulièrement attachés au country. Ils ont toujours été plus dans une sphère... Je dis ça parce que ça s'appelle les Cowboys, Ouais. fait que j'assume. Ouais, mais c'est ça, je pense. Oui, en fait, il y a beaucoup de country dans les Cowboys, puis c'est impressionnant quand même. Mais eux autres, justement, ils ont réussi à franchir les limites du country, puis être ultra grand public, être ce qu'on peut appeler pop, là, jouer dans les radios commerciales, être vraiment, c'est ça, dans le grand public. Puis c'est ce qu'on essaie de faire aussi, je pense. On fait de la musique pas pour se catégoriser, mais pour parler au plus de gens possible. Fait que ça, c'est super inspirant. Mais c'est ça, quand je parlais des générations de country, je pense pas aux Cowboys fringants parce que il était pas juste dans la gang du country, il était pour tout le monde. Il était là avec tout le monde. J'adore le fait que tu me parles de gang de country. C'est vraiment comme une belle communauté tissée, serrée au Québec. Tu m'as dit une dizaine d'artistes, une dizaine de bandes que vous côtoyez régulièrement. Puis, comme tu l'as dit, je pense que ça nivelle vers le haut. Tu veux pas, tu passes tellement de temps avec quelqu'un, tu vas naturellement être imbibé de ses qualités. Tu vas voir les trucs qu'il fait. Puis ça revient un petit peu à ce qu'on disait sur étudier la compétition, right? Fait c'est passer autant de temps avec les gens qui font la même chose que toi, mais qui sont capables de le faire un petit peu différemment. Ça doit être uniquement bénéfique pour ton art. Exact. C'est full inspirant, puis c'est motivant aussi. Tu sais, on est une gang de jeunes, on se serre les coudes, puis je sais que si, par exemple, Guillaume Lafont ou Vince Lemire ou Francis de Grandpré sort une toune, elle va être bonne. Fait que ça me donne le goût de sortir une bonne toune, moi aussi. Tu sais, je vais pas botcher ça, je vais avoir envie que ça soit bon. Tu réponds à ma question, puis si tu veux, on le coupera. Okay. Ça va être qui le Justin Timberlake, le premier à faire? Je vous parle plus, moi je m'en vais solo, puis je parle plus à personne, puis c'est juste mon album. J'ai pas le feeling, dans notre gang, dans notre garde rapprochée, j'ai pas le sentiment que personne de ce groupe-là va dire « Hey, moi, ciao, bye, c'est fini ». C'est ça, c'est vraiment une belle équipe, on est ici serré, puis c'est le fun pour ça. Fait que j'imagine qu'ils vont être là lorsque tu vas lancer ton second album. Ouais, ben je le souhaite. Pas mettre de pression, mais on commence à l'écrire, on commence à le produire. Combien de temps à peu près on peut savoir avoir ça? Ça va sortir en 2024. En tout cas, les premières chansons du projet du deuxième album vont assurément sortir dès l'hiver 2024 ou le printemps maximum. Comme je disais, je commence le studio au mois de décembre. On étire le studio jusqu'au mois de mars. Fait que ça, c'est la période que j'ai pour enregistrer l'album. L'écriture des tunes est presque finie. Fait que en 2024, il y a du nouveau matériel qui va arriver, c'est sûr. Fantastique. Rapidement, les 2-3 prochaines représentations, tes 2 prochaines prestations, on peut les voir où et quand? En tournée, en première partie de Matt Lang, présentement, c'est ça qui m'occupe le plus. Fait que vous pouvez regarder sur le site de Matt Lang ses dates à lui, mais aussi sur mon site à moi, là, tous les événements sont là. Fait que freddion.com. freddion.com. Excellent, on va aller voir ça. Yeah. Fred, toujours un énorme plaisir. Merci beaucoup. Merci Vincent. Je vous présente une nouvelle composition qui va se trouver sur le deuxième album. Ça s'appelle Nashville. J'ai toujours voulu voir Nashville, puis la Nouvelle-Orléans, Memphis, LA, puis Austin. Je
voulais jouer dans le cours des grands. Fait que j'ai rêvé des grandes villes, celles qui ont vu naître les légendes que j'écoutais en vinyle quand j'étais enfant. Fait que je suis parti dès que j'en ai eu la chance. Ouais, je suis parti, c'est sur la route que j'ai fait mes classes. Yeah. J'ai fait du chemin depuis le temps où on traînait dans les parcs. On amenait 2-3 guitares, puis chacun un six-pack. Chaque soir jusqu'à trop tard, moi pis mes vieux chums, on se prenait pour des stars, on passait pour des bums. Fait que je suis parti dès que j'en ai eu la chance. Ouais, je suis parti, c'est sur la route que j'ai fait mes classes. Quand j'ai tout vendu, j'avais à peu près rien. À l'époque, on me disait que j'étais né pour un petit pain. Mais pour me botter le cul, y a pas meilleur moyen. Je sais qu'avec un projet, un gars peut faire son chemin. Fait que je suis parti dès que j'en ai eu la chance. Ouais, je suis parti, c'est sur la route que j'ai fait mes classes. Yeah, je suis parti dès que j'en ai eu la chance. Ouais, je suis parti, c'est sur la route que j'ai fait mes classes. Yeah. Yeah! J'ai vu mon père partir de ses mains, j'ai vu ma mère en prendre soin, je les ai vus sans faire pour rien. Je les ai vus travailler trop, avoir le poids du monde sur ses épaules, je les ai vus toujours faire mieux. Pour faire des heureux, mais eux, ils font tout pour qu'on soit bien. On a beau dire ce qu'on veut, semble qu'il serait dû pour du temps pour eux. Moi de mes yeux de petit gars, entre mes crayons pis mes tonkas, c'est normal, je voyais pas tout ça. Maintenant je me demande de quoi j'ai l'air. Si au fond d'eux ils sont fiers, je me demande si je peux pas faire mieux. Même si je sais qu'il n'y en a pas deux comme eux. Ils font tout pour qu'on soit bien. On a beau dire ce qu'on veut, semble qu'il serait dû pour du temps pour eux. Qui se payent la traite pour de bon, qui se permettent leur tour du monde, qui prennent soin d'eux une seconde, qui sortent le soir comme dans le temps, qui se prennent la main en disant qu'ils s'aiment encore comme avant. Ils font tout.